Bonjour à tous, c'est Xif, et aujourd'hui je vais vous montrer un malware assez intéressant. Déjà un peu de contexte. Vous connaissez peut-être pas Enderman. Il fait des vidéos de démonstration de malware, et principalement des malwares stylés. C'est un très grand fan de malware, et il a une base de données entière disponible sur GitHub. Mais il y a un malware qui est devenu extrêmement connu, appelé Solaris, et beaucoup de gens le veulent. Mais le créateur de ce malware, Nikitpad, ne voulait absolument que personne puisse l'avoir, sauf Enderman et Siam Alam, deux youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ce malware. Il n'a jamais voulu le rendre public, donc beaucoup de gens se sont mis à le demander. En revanche, si l'on recherche sur Google Solaris Malware Download, on tombe sur de magnifiques fausses versions, dont celle-ci. Elle essaie de se faire passer pour Solaris avec son nom solaris.exe, mais ce n'est bel et bien pas Solaris, car le vrai Solaris est fait en C, tandis que cette-là est faite en Python. Et vu que j'ai sur le Python, je me suis dit que j'allais la télécharger pour essayer de comprendre comment ce faux malware, enfin malware qui se fait prendre pour un malware, marche. Bien entendu, je suis pas débile, donc je vais pas l'exécuter sur ma machine. J'ai préparé pour ça une machine virtuelle pour l'exécuter et disséquer le malware, donc me voilà sur ma VM. Le malware est téléchargé dans un fichier zip encrypté, donc pour l'extraire on utilise 7zip, en sachant que le mot de passe du malware est écrit sur le site de Malware Bazar, c'est infected. Comme on peut le voir, c'est absolument pas Solaris, parce que de base Solaris n'a pas d'icône. Donc moi, je vais le renommer en Solaris Apparently, car apparemment ce serait Solaris, mais ça ne l'est pas. Si on l'exécute, il se passe rien. Sauf qu'en réalité, il s'est bel et bien passé quelque chose. On peut bel et bien voir notre Solaris en train de s'exécuter jusqu'à ce qu'il disparaisse et revienne en tant que system32.exe. Bien évidemment, ces system32.exe n'existent normalement pas. Le nom fait penser à un nom utilisé par un dossier Windows, mais ce n'est pas un fichier Windows, et ça ne l'a jamais été. Sauf que, puisque le malware a une icône, on peut facilement reconnaître que system32.exe, c'est juste le malware qui essaie de se déguiser. Commençons. On peut essayer d'utiliser un proxy comme MITM Proxy pour voir les connexions internet faites par le malware. Donc je démarre la version web, et on obtient une interface tout ce qu'il y a de plus sympathique. Dans Capture, on active l'option de capturer des applications locales de l'ordinateur, et on peut déjà voir des trucs. Sauf qu'en réalité, c'est juste Edge et d'autres logiciels Microsoft qui font leur soi-disant mise à jour. Mais quand on réexécute le malware, après un petit moment... pourquoi il est plus là ? Bon, on n'a pas ce que je cherchais. Je pense que c'est parce que j'ai déjà exécuté le malware sur cette machine, et donc il ne veut pas se réexécuter. Mais normalement, il devrait y avoir une requête vers les serveurs de Discord. Secondement, on peut utiliser un éditeur hexadécimal comme Hexedit. Cela va nous permettre de voir l'exécutable en hexadécimal et d'en décoder les parties contenant des textes en clair. Donc là par exemple, on peut chercher, je sais pas, à tout hasard, Discord, et devinez quoi, on trouve bel et bien des résultats, et pas qu'un peu. On trouve discord.abc, discord.types, discord.activity, discord.appcommons. Et ces noms, ils viennent pas de n'importe où, puisque si on cherche Python Discord sur internet, on trouve une petite librairie qui s'appelle discord.py, et quand on regarde de quoi est composée cette librairie, on trouve types, abc, activity, appcommons. En fait, le .exe utilise discord.py, et donc le code de discord.py est sauvegardé dans le .exe. Mais on a vu que le .exe utilise Python. Donc on peut essayer d'utiliser dans un troisième temps des outils pour obtenir le code source Python original. Pour cela, il faut savoir comment le .exe a été créé. Et dans 99% des cas, il s'agit d'un outil nommé PyInstaller, un outil qui prend un .py et le transforme en .exe. Simple. Et donc dans ce cas-là, on peut utiliser un outil comme PyInstExtractorNG, et il nous suffit de télécharger le .exe de l'outil et de l'utiliser. On ouvre un terminal, dedans on démarre l'outil avec le nom du .exe dont on veut extraire les données, et voilà, on n'a plus qu'à attendre et on obtient un dossier. Dedans on y trouve plein de fichiers, comme des DLL ou des PID, mais ce qui nous intéresse c'est les pics. Et déjà, je pense que si je vous les montre, vous pouvez déjà voir des trucs intéressants comme, au hasard, get-cookie.pic ou discord-token-grabber.pic. Malheureusement, ces fichiers, on ne peut pas les lire. Comme vous pouvez le voir, ils sont réellement illisibles. À la limite, on peut y lire
quelques textes comme une URL vers l'API Discord, mais sinon c'est tout. Mais du coup, comment on fait pour avoir du code lisible? Eh ben, il faut faire appel à un décompilateur. Car là, le code n'a pas encore été rendu accessible. L'outil a juste extrait des fichiers compilés par PyInstaller. Et pour cela, on peut utiliser un outil nommé PyLingual. On peut l'utiliser en ligne ou hors ligne, mais ici la version en ligne sera largement suffisante. Donc on upload par exemple discord-token-grabber.py, on attend une dizaine de secondes, et voilà. Une IA vient de recréer le code source original. Ensuite, on télécharge le fichier .py, et on fait ça pour tous les .py qu'on a pu extraire du .exe. Dans le dossier, on peut trouver différents .py, discord-token-grabber.py, qu'on a déjà fait, grabcookies.py, misc.py, passwordgrabber.py, sourceprepared.py, struct.py. À l'intérieur du dossier pis00.py, extracted/ressources, très long nom de dossier, on peut trouver d'autres .py comme us et bypass.py et protection.py. Et enfin, on va pouvoir analyser le code qui constitue le malware. Commençons par discord-token-grabber.py. Déjà, ça va être uniquement mon âme programmeur qui va parler en premier, car les classes sont réellement mal nommées. Le code est réellement mauvais. Un bon programmeur aurait nommé les classes en utilisant un nom qui désigne un objet avec un nom, comme discord-grabber, à la place d'une action comme grab discord. Aussi, les noms de classes s'écrivent avec des majuscules séparant les mots, et non des tirets. Enfin, la classe a qu'une seule fonction, qui ne fait même pas appel aux fonctionnalités d'une classe ou d'un objet. Donc ça pourrait être une fonction, simplement juste une fonction, et ça marcherait tout aussi bien. Sinon, revenons sur la classe. Quand un objet grabDiscord est créé et que l'on appelle la fonction initialize, elle va créer un objet fetchTokens et on va appeler la fonction upload de cet objet. La classe fetchTokens crée un objet extractTokens, récupère les tokens Discord, puis va appeler l'API Discord pour obtenir des informations sur le compte appartenant au token. Ici des informations génériques du compte, ici les informations de paiement, ici la liste des serveurs sur lesquels l'utilisateur est présent, ici une liste des codes cadeaux achetés par l'utilisateur, et plus spécifiquement, il récupère le nom, l'identifiant numérique du compte, l'email, le numéro de téléphone, si jamais le compte utilise la double authentification, l'avatar du compte, si le compte a un abonnement Nitro, si oui, quel abonnement Nitro spécifiquement, les codes de carte bancaire sauvegardés, les identifiants PayPal et encore plein d'autres trucs comme ça. Ensuite, il liste les serveurs dans lesquels l'utilisateur est, regarde si l'utilisateur est l'administrateur du serveur et obtient une invitation vers le serveur si un code d'invitation existe déjà. Le programme pourrait créer des invitations lui-même, mais il ne le fait pas. Et ça, c'est tout simple. C'est parce que s'il le fait, les invitations sont listées dans les paramètres du serveur et donc il pourrait être détecté. Donc à la place, le malware obtient une invitation déjà existante et s'il n'y en a aucune, il met un lien vers un rickroll à la place. Oui, c'est pas une blague, c'est réellement dans le code source, je l'ajoute pas. On met tout ça dans un joli embed Discord et on le retourne pour une utilisation autre part dans le code. Du côté de getcookies.py, et ici c'est plus compliqué donc je vais pas passer plus de temps dessus. Néanmoins, on a une classe browsers qui nous permet de trouver les navigateurs installés comme Chrome, Firefox, Brave ou Opera. On regarde si l'un d'eux est ouvert et si oui, on les ferme de force. Cela permet de pouvoir accéder aux cookies sans avoir de problème comme quoi le fichier est déjà ouvert dans une autre application. Je suis sûr que vous avez déjà vu un problème comme ça. Pour chacun des navigateurs installés, on copie le fichier contenant les cookies vers un fichier temporaire, on ouvre le fichier temporaire, on sélectionne les données qu'on veut, donc les cookies, leurs données, leur site d'utilisation, et on les sauvegarde dans un fichier nommé cookies.txt. Puis passwordgrabbers.py. On obtient juste la clé d'encryption de Chrome, on décrypte les mots de passe de Chrome, et on fait le même pour Edge. C'est du classique. Protection.py. Alors, on a un peu de code, mais il paraît quand même très prometteur. Ici, on liste les fichiers de VM. Donc, vmguesslib.dll, vm3dgl.dll, vboxhook.dll, ainsi qu'un nombre d'exécutables immense de logiciels comme Kemu, on a Joebox, on a XenService, x64dbg, IDA64. Et pour chacun de ces exécutables, on regarde si ils sont en exécution en arrière-plan, et si au moins l'un est, alors on retourne true. Sinon, si un des fichiers VM existe, alors on retourne aussi true. Sinon, si rien n'a été détecté, on retourne false.
Donc ce code il détecte une VM et on a réussi à le contourner très facilement, simplement parce que j'ai pas installé les outils d'assistance à la virtualisation VirtualBox dans la VM, parce que j'en ai pas besoin. Fake mutex code. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Bon, voici un extrait de Wikipédia, mais grosso modo, c'est juste une valeur partagée entre deux programmes qui permettent de faire que deux programmes n'accèdent pas à la même ressource en même temps. Donc on prend le nom d'exécutable, on regarde si il est en exécution, si oui on retourne true, sinon on retourne false. UACBypass.py. On a isadmin qui est une fonction qui nous permet de vérifier si l'exécutable s'exécute en tant qu'administrateur. getSelf nous permet d'obtenir les noms de fichiers du malware ainsi que s'il est compilé en .exe. UACBypass nous permet d'obtenir les droits d'administrateur sans en faire la demande avec deux méthodes. Alors normalement c'est impossible, mais ici il y a quelques astuces qui permettent au programme de quand même avoir les droits d'administrateur automatiquement et sans le demander. Normalement, chaque programme ayant besoin de droits d'administrateur doit les demander avant de démarrer, même les programmes Windows. Sauf que certains exécutables Windows peuvent démarrer avec les droits d'administrateur sans être demandés, par défaut. En plus, ces exécutables-là, ils sont très anciens pour la plupart. Mais heureusement, aujourd'hui, ils redirigent juste sur l'application de paramètres. Et c'est précisément là que la technique rentre en marche. Ces exécutables utilisent un lien raccourci avec un schéma ms-settings qui, par défaut, ouvre les paramètres. Le truc, c'est que si le programme qui a ouvert les paramètres via ce lien avait les permissions d'administrateur, alors les paramètres auront aussi les permissions d'administrateur. Pour l'application paramètres, c'est pas un problème, parce que c'est une application par défaut, elle n'a pas de problème. Mais cela en devient un lorsqu'un programme change ms-settings pour qu'il ouvre soi-même à la place, puisque maintenant, le programme n'a plus qu'à démarrer l'un de ses exécutables qui ouvrira le lien ms-settings en administrateur, sauf qu'ici, c'est le programme qui démarrera en administrateur et non les paramètres. Les deux méthodes utilisent ces techniques, mais la première utilise l'exécutable computerdefaults.exe, tandis que la deuxième utilise l'exécutable fodhelper.exe, qui fonctionnent les deux de la même manière. Mais le fichier le plus intéressant reste quand même le fichier sourceprepared.py. Oui, il n'a pas l'air si intéressant, mais c'est une pépite, je vous assure. C'est un seul fichier avec 1900 lignes de code. On commence par des dizaines d'instructions globales, sauf que, vu qu'on est déjà dans le contexte principal du programme, global ne sert strictement à rien. Mais à part ça, on regarde si nous sommes dans une VM pour être analysé. Si oui, on quitte le programme. Sinon, on regarde si on a les droits d'administrateur et si on les a pas, on sort. Enfin, on définit auto à auto. Je vous laisse vous-même juger de l'utilité de cette ligne, surtout que la variable n'est même pas utilisée autre part dans le programme. Dans le code qui arrive dans les prochaines lignes de lignes, on va essayer de copier le .exe dans un dossier plus ou moins caché nommé Microsoft Explorer, sous le nom system32.exe avec comme description Microsoft Service. Ici, on regarde si system32.exe est déjà en cours d'exécution, et si oui, on sort du programme car la machine a déjà été infectée par le virus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas réussi à vous montrer en début de vidéo la requête vers Discord, car le programme refusait de se réexécuter. Si l'on est administrateur, on va exécuter une commande PowerShell qui va exclure le fichier system32.exe contenant le malware de tous les scans antivirus de Windows Defender. Pas des autres antivirus en revanche. Ensuite, on va essayer de créer un bot Discord et d'y ajouter des commandes. Mais pour utiliser ce bot Discord, il lui faut un token qui lui sert à se connecter à un compte de bot Discord. Et ce token, il est juste là. Sauf qu'il y a un tout petit problème. Il ne fonctionne pas, et j'en suis sûr. Tout token Discord doit commencer par un M. C'est une règle technique qui est explicable par comment les tokens Discord sont créés, mais c'est un peu complexe et honnêtement c'est pas si utile. Il faut juste savoir qu'ils commencent tous par M. Alors c'est que du montage, et alors, en fait c'est pas exactement vrai. Pas tous les tokens commencent par M. La plupart commencent par M parce que quand un compte Discord est créé, un identifiant doit être assigné, l'identifiant et l'identifiant prochain qui est disponible. Et donc on est arrivé à un niveau où l'identifiant était très très haut, dans les milliards, et on est resté très longtemps dans le simple milliard, un seul milliard. Et donc les identifiants ont commencé tous par 1, et puisqu'un token Discord est construit à partir de cet identifiant Discord encodé en base 64,
eh bien, quasiment tous les tokens Discord commencent par M. Et si vous regardez, si vous encodez 1 en base 64, ça commence aussi par M. Et si vous pouvez encoder n'importe quel nombre en base 64, ça commencera toujours par M. Mais si votre compte est extrêmement vieux, il ne commencera pas par M. Et si on regarde la variable botToken, un peu plus loin, on peut voir que pour chacun des tokens dans la liste des tokens Discord, on les décode avec une certaine ligne avant de pouvoir exécuter les bots. Alors comment nous, on peut décoder les tokens? Il suffit d'exécuter uniquement la partie du code qui décode le token. Et pour ça, on ouvre un terminal Python, on importe le module base64 car le code en a besoin, on crée une variable token contenant le token encodé, et on exécute les instructions que le code utilise pour décoder le token. Donc premièrement, on inverse le token, puis on le décode avec base64. Et voilà. Aussi simple que ça. Ça, c'est le vrai token Discord. Malheureusement pour nous, je l'ai testé et il n'est plus valide. Donc, il ne marche plus. En même temps, le malware a été créé il y a à peu près 1 an. Et le bot a certainement été banni par Discord entre temps. On peut trouver une fonction sendCustomMessage qui crée un embed Discord. Et cet embed contient un auteur nommé PySilonMalware. Et quand on va sur Google et qu'on recherche PySilonMalware, on trouve un GitHub contenant un malware créé en Python et créant un bot Discord pour contrôler l'ordinateur de la victime à distance, contenant un dossier ressources qui lui-même contient des fichiers avec des noms très familiers. Ce que cela veut dire, c'est que le gars qui a créé le .exe, il n'a pas écrit les 1900 lignes de code qui composent le malware. Non. Il les a juste téléchargés d'internet et modifié 2 lignes contenant l'identifiant du serveur et le token Discord du bot. Et en plus, il a certainement juste suivi un tutoriel YouTube pour faire ça. Bon, je vais pas lire 1900 lignes de code, j'ai un peu la flemme. Mais on peut voir que c'est juste des commandes Discord extrêmement mal programmées, car il y a beaucoup trop d'indentations de if et de else. Elles servent à piloter à distance depuis Discord l'ordinateur de la victime, par exemple en fermant un programme, en lançant un programme au choix et en prenant un screenshot. Et j'ai même vu du code permettant de faire rejoindre un appel au bot, de connecter le micro de l'ordinateur à Discord pour que tout le monde dans un serveur Discord qui a le bot puisse entendre la personne devant l'ordinateur. Mais bon, merci d'avoir regardé la vidéo, elle a pris un peu de temps à faire, je l'ai enregistrée en juin et elle sort seulement en août. Et d'ailleurs, je vais peut-être essayer dans une prochaine vidéo de faire fonctionner ce malware PySilon là pour voir de quoi est-il réellement capable. Donc abonnez-vous pour pas rater ça. C'était Xif, à plus.